Mais bonjour à tous, ça y est, c'est parti pour la semaine du 16 au 20 mai en direct dans nos LCL News, du lundi au vendredi, avec vous, avec nous aussi, bien sûr, avec nos invités. Tout à l'heure, on aura deux artistes d'importance, M. Jacques Darboux, bonjour. Bonjour, M. Nangolis. Et M. Woody Levis, bonjour. Il n'est pas venu chanter, on a dit ça, il n'est pas venu chanter, il va parler d'un invité spécial qui a été fait là, dans un instant. Après, on va recevoir, puisque c'est la semaine du numérique, c'est quelque chose de très important pour nous, pour la Guadeloupe, de construire ensemble un territoire d'innovation numérique. On va recevoir Alex Bicep, président de la commission d'innovation et numérique du MEDEF, et Sébastien Célestine, que vous connaissez au moins pour le MOL, surtout connaître lui, qu'on veut vendre quelque chose, c'est avec Sébastien Célestine. Et puis on va recevoir aussi Erika Henry, elle est orthophoniste, c'est un métier qui est très important, surtout pour les jeunes, mais les gens qui ont des difficultés au niveau de la parole et de l'audio. On va discuter avec elle, et puis on va terminer avec Jean-Luc Divial, chronique et Damisio. Sinon, l'actualité, aujourd'hui, c'est la conférence du SMAC, parce que vous savez que les salariés sont en attente d'une solution à leur problème, et ils sont mobilisés devant le siège. Il y a certains endroits qui n'aura pas d'eau, pas Internet, donc prévoit les bouteilles, parce que le SMAG, ils ne sont pas contents et ils sont mobilisés. 5e édition du Salon Mantin avec Loane Duhamel, on en parlera tout à l'heure, Mantin Art. Le maire était là aussi, son artiste aussi d'ailleurs, on va en parler. Nuit européenne des musées, c'était ce week-end à Edgar Claire avec Loane Duhamel, et puis l'inauguration de la médiathèque de Petit Canal. Olivier Moadel était là-bas. Deux petits mots avec la présentation de M. Biras, il va se présenter aux élections. Voilà un petit peu le sens du ZCL News. On est en direct de la télé, on est en direct du Facebook Live, on est en direct de la radio RHT 606 Bastille et autres, et aussi de C10 FM. Donc on vous a tout dit. Alors voilà, je vous ai dit qu'on commence avec deux artistes pas inconnus, au contraire, très connus. Woody Levis, on ne le présente plus, Jacques Darboux, n'en parlons pas. Pourquoi vous êtes ici, monsieur, au fait? Pour te voir déjà. Ah, pour m'avoir. On t'aime. C'est déjà une bonne chose. Et puis, on est surtout là pour parler du lancement d'une nouvelle émission qui a été mise en place par Spectacle, qui s'appelle Life in Live. Life et In Live. Life in Live. Alors, explication. Life in Live, c'est en anglais, on l'a mis en anglais parce qu'en fait ça veut dire la vie en direct, ou alors la vie en musique, ou alors c'est bon. Oui. C'est vraiment, on parle de la vraie vie, la vraie vie des artistes. Oui, alors comment ça a démarré? Qui a lancé ça? Parce que je connaissais déjà le spectacle, qu'on soutient depuis plusieurs mois, on passe la vidéo, vous voyez tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est que ce live in live? Bon, là, en fait, tout ce qui se passe au niveau du spectacle, ça part toujours d'un constat. Le constat, les simple, c'est que les artistes antillais, en tout cas, ont un problème de visibilité. Tout à fait. Donc, tu ne peux pas, quelque part, acheter ce que tu ne vois pas. Oui. Donc, il faut qu'on puisse faire en sorte que les artistes soient vus, qu'ils puissent avoir des tribunes pour pouvoir s'exprimer. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en termes d'émissions live, d'émissions pure live, il n'y avait rien. Tout à fait. Rien de vraiment consistant. Il y a des petites choses qui se font, mais d'émissions proprement dites, il n'y en a pas. Donc, alors, l'idée, c'était au départ de pouvoir créer un espace d'expression qui soit récurrent. Et là, donc, en fait, on s'est dit, bon, on va mettre en place une émission qui doit avoir lieu tous les mois. Déjà, qui doit être dans un cadre professionnel, qui doit, en termes de contenu en tous les cas, et qui permettent justement aux artistes de pouvoir s'exprimer. Donc, alors, limite, jusque-là, ça, c'est l'idée de base. Oui. Maintenant, on ne pouvait pas rester que là. Il fallait qu'il y ait quelque chose d'autre. Donc, alors, l'émission, en fait, est live, parce que c'est de la musique. Il s'agit que les artistes puissent s'exprimer en direct, puisqu'on a aussi constaté qu'il y avait ce problème de pouvoir s'exprimer dans le live même. Oui. Et ensuite, il fallait que les artistes puissent s'exprimer en vérité. Et ça, c'est important. Parce qu'en général, quand tu prends un animateur et que tu mets un artiste, l'animateur arrive avec ses questions aseptisées et l'artiste vient avec ses réponses aseptisées. Donc, en fait... Donc, je suis aseptisé, là. On peut dire ça. Non, mais là, on est dans une émission où, justement, la parole est libérée. Donc, ça va. Oui. Mais la plupart des fois, quand on entend les artistes en émission, c'est plutôt pour qu'ils puissent parler... de tout ce qui va bien. D'accord. Donc, et là, en fait, on s'est dit non, il faut que là, qu'on puisse mettre un véritable espace d'expression où l'artiste pourra parler de sa vraie vie. Oui. De sa vraie vie. Pas seulement de sa condition de vie, mais de sa vraie vie. D'accord. Et donc, pour nous... C'est ce qu'on appelle le back-office. On va dire ça comme ça. Et donc, pour nous, la meilleure façon de faire ça, c'était de faire en sorte que les artistes puissent parler entre eux.
sans la présence d'un animateur. Sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Oui. Et c'est ça, en fait, la grosse particularité de cette émission-là, c'est que les artistes discutent. Oui. Ils se parlent entre eux, ils parlent de choses qui les concernent, ils parlent de leurs problématiques, ils parlent de leurs ressentis, ils parlent de leur métier. Mais en vérité, et ça c'est extrêmement important. Ça c'est la particularité de l'émission. Et une fois par mois, cette émission. Alors, Jacques Darboux, comment vous avez ressenti ça? Parce que vous êtes un artiste qui a beaucoup de choses à dire, pas moi qui dis ça, parce que tout le monde sait ça, vous venez en Bitazi. J'adore. Même s'il y a une élection, on est en Bitazi. Beaucoup de choses à dire et à faire. Oui. Non mais en fait, c'est vrai que dans mon programme de vie, j'avais projeté d'être animateur d'une émission de variété. Ah, d'accord. Oui, parce que je me disais, je ne comprends rien, je ne peux pas qu'à magnifier nous, je ne peux pas comprendre. Et en fait, je reçois un appel de Rudy qui me parle de télévision, etc. Alors je dis, si c'est pour être un animateur style Dwicker, machin, ça ne m'intéresse pas, c'est dans 10 ans. Oui. Il me dit, mais non, mais il se trouve qu'on tue déjà ce qu'on veut. D'accord. Alors du coup, c'est faire la télé autour d'une dynamique que j'ai. Donc je dis, ouais, si c'est pensé comme ça, je suis d'accord. Donc on y va. En réalité, je ne suis pas vraiment animateur de l'émission. C'est une façon de faire. Et comme Rudy dit, il n'y a pas d'animateur, voilà, le présentateur en fait aseptisé. Ouais. Donc c'est vraiment une ambiance pour les artistes par eux-mêmes. Et ce qui fait qu'on entend des choses qu'on n'aurait pas entendues avec un animateur classico-classique. Donc voilà, donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Ouais. Et je t'assure que c'est très porteur. C'est très porteur parce qu'en fait, c'est très spontané, il y a du vrai dedans, et puis je sens que c'est différent. Et justement, comme je voulais qu'on soit magnifié, on est vraiment magnifié. Et Rudy peut dire aussi qu'il trouve chez moi le côté où je suis assez tentaculaire. Donc, c'est pas que... Enfin, toujours du bitin, tout bitin. Mais tout ça, tout bitin sont bitin. Et caméléon au bitin. L'inter-audience, l'interaction, etc. Donc voilà, j'y trouve un grand plaisir à y être. Et puis, franchement, je dis que c'est quelque chose qu'on est en train d'apporter, qui va être super sympa. Et pendant qu'on va aller, on regarde des gars la bitin, la life in life, ça belle. La vie en direct. Voilà. Alors, le numéro 1. Alors, ça va être quoi? Mensuel, bimensuel? Quel va être mensuel. L'idée, c'est vraiment d'avoir un rendez-vous récurrent pour que le public puisse commencer à véritablement s'habituer avec ce concept-là. Oui. Donc, pour la première, on va avoir une diffusion en avant-première qui va se faire au Cinestar. D'accord. C'est une diffusion sur invitation principalement, puisque on va considérer que c'est la première, c'est le lancement de l'opération. Oui. Mais chaque année, il y aura chaque mois, il y aura justement cette avant-première qui va se faire au Cinestar. Et ensuite, l'émission sera diffusée sur spectacle en continu. Mais tout ça, c'est une émission qui est diffusée sur spectacle, mais de manière gratuite. D'accord. Voilà. OK. On peut voir un petit extrait quand même, là. Il y a un 6 heures, je crois. Jordan Gassu. Moi, j'aimerais bien vivre ça parce que, bon, même. Test Life in Life. Chaque 5 c'est lundi. Il est pour nous un travail. Vous pouvez lever ou à mourir. On nous fait mal l'hiver. Paraît-il le matinal. Après un week-end qui est infernal, c'est un état fondamental. Marie-Chantal. Et nous serons, vous et moi, au paroxysme de l'amour. La famille retrouvera les grandes chaleurs du dimanche, grandes amitiés retrouvées, identité préservée, humilité retrouvée, humanité sans garder. Changer la terre, ouais. C'est ça qu'on y jaillit. Laissez-vous triper. Personne va vouloir coincer. Régulièrement d'amour tout bon, oui. On a joué la gogache. Moi, j'ai pas de dédicacer. Personne va croire masser. Régulièrement d'amour tout bon, oui. Tout de près, j'ai l'âge qui me casser. Bonne qui s'appelle passer. Ouais, joignez ensemble.
Ouais, c'est bien vu. Et on Bien trouve. vu. Comment on va dire ramasser? Ah oui, ramasser. Non, il est bon. Non, très bonne idée. Et surtout après 2 ans de misère des artistes, c'est un moyen de mettre ce petit point sur le devant de la scène. Oui, bien en C'est lumière le cas comme il de faut. dire. Hein? Bien en lumière comme on dit. Bien en comme il faut. lumière. Non, mais il est bon, c'est un bon concept. Et je souhaite que ça fonctionne. Alors donc, pour tourner ça, combien de temps? Pour tourner un truc comme ça. Ouh là là. Enfin, Galvani, pas la bonne nouvelle. Voilà. Non, enfin, le tournage même, ça nous, de manière plus ou moins sur le terrain, on a pris 2 jours. Ouais. Parce que ça s'est fait en plusieurs étapes. Ouais. Mais une émission comme ça se prépare sur. Ah ben oui, sur oui, un mois et j'imagine. demi. Ça a dû qu'on pense déjà au prochain numéro. Ah ben oui, il faut penser aux 2-3 autres numéros. 2-3 autres numéros. Oui, absolument. Parce que là, sur cette première, on a eu quand même un plateau quand même exceptionnel. Alors, j'ai vu là déjà Francky Vincent, qui a été le fil rouge. Ouais, Orlan. Donc, je rappelle une chose. Pour les gens qui pensent connaître Francky, Ouais. je vous invite à regarder cette Quoi dire, émission-là. on est taillé de Francky, là. C'est là, vous avez connaître qui Francky là. Ouais. Donc, et l'idée aussi, c'est de faire en sorte que cette émission soit véritablement... Toi, là, tu as parlé d'une plateforme, mais là, nous, on parle de plusieurs plateformes. Parce que c'est une émission qui sera promue au niveau de la Dominique, de la Caraïbe, de manière générale, des États-Unis, de l'Afrique. Parce qu'on ne l'a pas vu, mais on essaie sous chaque émission d'avoir un invité qui vient de l'Afrique pour représenter vraiment la diaspora. Là, c'est d'Haïti, j'ai vu. Il y a Haïti, mais il y a un Africain qui est là. On ne l'a pas montré parce qu'il y a des choses. Là, on n'a pas parlé des talks, on n'a pas parlé des surprises parce qu'il y en a. Il y a des petites choses. Là, on a mis que la partie musicale pour. Oui, justement, là, on a vu la partie musicale, mais la partie talk, on n'a pas encore vu. Ah non, donc mais ça, c'est justement, le but, c'est que vous puissiez aller regarder ça sur spectacle quand ça sortira à partir du 28. Oui, à partir du 28 mai. Du 28 mai. Tous les derniers samedis du mois, il va y avoir cette émission-là au niveau de spectacle et bien évidemment. Jacques, comment tu as trouvé? Excellent. Excellent. Excellent, vraiment. Et tu as vu tout à l'heure, il a eu un lapsus révélateur. Il a dit chaque année. Jacques a dit au-delà de 12 mois. Non, c'est une belle initiative et c'est topissime. Voilà, donc il faut y aller. Puis ça roule, quoi. Ouais. Et donc, ça veut dire que, bon, alors, pour les artistes, d'une manière générale, on ne frappe pas la porte et ils disent, OK, Banco, comment ça se passe? Bon, en fait, il y a quand même une direction. Parce que une ligne éditoriale, comme on dit. Étant le directeur artistique, bon, je mets un peu les choses dans un certain ordre. Ouais. Bien évidemment, c'est un espace qui est ouvert à tous. Mais quand on dit ça, ouvert à tous, ça ne veut pas dire que tout le monde vient. Ça veut dire que tout le monde peut venir. D'accord. C'est pas la même chose. Voilà. Tout le monde peut venir. Donc là, bien évidemment, il faut quand même trouver une balance entre... Parce qu'on a des artistes à faire venir de la Caraïbe, des artistes à faire venir d'un peu partout. Donc forcément, il ne s'agit pas de faire un produit qui soit purement guadeloupéen ou que des Guadeloupéens dedans. Guada, quoi. Voilà. L'idée, c'est d'ouvrir vraiment sur... Voilà, on a la prochaine émission, on a des gens comme Jean-Luc Guanel qui va être le fil rouge. J'ai vu Orlan, c'est Orlan que j'ai vu là. Oui, mais Orlan, elle vit en Martinique, mais Orlan est de la Réunion. Oui, c'est une Réunion. Elle ne représente pas véritablement la Martinique, et les Martiniquais te le font savoir volontiers. D'accord. Ça, c'est clair. Le batteur qu'on a vu là, c'est quelqu'un que je connais. Oui, il ressemble à Woody Davis. Qu'est-ce que Woody Davis? C'est un international. Non, ça signifie qu'en fait, que les artistes guadeloupéens commencent à se prendre en main. Absolument. Et déjà, spectacle, il faut le dire, c'était un bon produit qui a démarré dans une période difficile, je le sais. Absolument. Bon. C'est bail ballon là. Mais le spectacle se développe mais véritablement, puisque là, on est en train d'ouvrir ce qu'on a commencé à faire. Bon, on a commencé au niveau des artistes de la Guadeloupe, puisque bon, on était sur place, etc. Il valait mieux avoir cette base-là. Mais le spectacle est en train de s'ouvrir vraiment sur le monde. Là, on part très prochainement au niveau des États-Unis pour aller filmer un festival qui s'appelle Best of the Best, avec beaucoup d'artistes de la Caraïbe qui seront présents. Et ils ont choisi spectacle justement pour pouvoir relayer l'émission, parce que c'est quelque chose qui se passe depuis des années aux États-Unis, mais ils n'avaient pas encore cette exposition et ils ont choisi la plateforme pour pouvoir faire ça. Et il y a plusieurs autres festivals au niveau de la Caraïbe qu'on a eu le temps de faire et qu'on continuera à faire, parce que vraiment l'idée c'est de faire en sorte que notre espace de diffusion soit un espace quelque part privilégié qui permette aux artistes de toucher le monde.
Bon, alors pour ne pas coller, on va poser comme question là, il y aura du Goka quand même, oui. Mais il y a du Goka, il y a Kenny Begin. C'est toutes les Bon, couleurs de ok. la Caraïbe. Là, il n'y a pas de souci. Bien évidemment, il faut bien qu'on comprenne bien qu'on ne peut pas tout mettre d'un coup. Mais oui, ça c'est clair, Voilà, c'est donc- clair, mais non, mais ça commence. C'est un espace, c'est un espace. Ouais, c'est Là, un espace. voilà, j'ai une petite exclusivité. Parmi les prochains invités, il y a Teddy Pellissier. Donc, alors, Ah bon, mais ok, on n'en dira pas plus. Donc rendez-vous jeudi. rendez-vous jeudi au Cinestar. Donc, Ouais. il y a une procédure pour les gens qui veulent adhérer. Donc, ils peuvent se renseigner au niveau du Cinestar. Et si un artiste qui n'était pas encore contacté voit ça là, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, ils contactent le spectacle. Il connaît le spectacle maintenant. Bah, pour ceux qui ne connaissent pas. Parce Mais que- justement, en parlant de ça, est-ce qu'ils connaissent? Je trouve qu'il faut connaître suffisamment. Hein. Je pense, mais c'est quoi spectacle? Comment on ne parler de ça, mais quand ça y est, Moi, il faut qu'on promeuve beaucoup plus Notre spectacle. plateforme musicale guadeloupéenne, caribéenne, ça fait plusieurs mois. On passe tout régulièrement votre promo, tous les jours, on la passe D'accord, ben, très bien. dans cette émission-là et on est content de vous recevoir. Jacques Paul, il y a rien en cours là? Mais c'est tout En ça dehors qui- de mais- live in live. Mais c'est tout ça qu'il y a dedans. Il y a, non? Mais ils seront en live. Mais c'est ça. Ah, ils seront en live Ah, aussi. ouais, voilà. Ouais. Alors, Ouais, restez ok. connectés, il y a des Ouais. petites Une choses seule très dynamique. sympathiques. Voilà, qui c'est une vont seule dynamique en fait qui va se. Ce sera une déferlante. On va dire D'accord. ça comme ça. Ok, une vague, ouais. Son tsunami musical là. Un tsunami musical. Donc, on regarde ça, on regarde ça ensemble, nous faut en Guadeloupe. Oui. Mais Faut ça dire, fait- il faut dire c'est qu'il un nous fait. faut. C'est- Mais non, c'est- ça, c'est un fait. c'est clair, c'est clair. C'est un fait, mais maintenant, nous, on le sait, mais maintenant, il faut le faire savoir. Ouais, il faut le dire aussi. Il faut le dire. Moi, je le dis, j'étais ce matin en semaine du numérique, j'ai appris plein de choses. Bon, ok, messieurs, 12h49. Alors, moi, au sujet, voilà, le Premier ministre, c'est la première ministre de la France a été nommée ce matin, Elisabeth Borne. Elle vient de la même photo, oui. C'est une dame un petit peu de gauche, un peu écolo, d'après ce que j'ai compris. Elle a été ministre du Travail. Et donc, vu les dernières élections, Macron n'avait pas le choix. Il fallait qu'il prenne quelqu'un un petit peu à gauche, puisque premier tour, j'ai invité à passer. Deuxième tour, j'ai invité à passer. Donc, il est un petit peu coincé. Et donc, cette dame-là, alors, la question qui se pose, c'est que cette dame, elle est première ministre là, pour les 35 jours qui viennent jusqu'aux élections législatives. Mais, le résultat des législatives peut entraîner que cette dame, peut-être, aura une carrière très courte. Ou peut-être aussi, si Macron est renforcé. Mais la situation est assez difficile en ce moment en France pour Macron, il faut le dire, parce que tous les sondages donnent Mélenchon bien assis pour ce qu'on appelle, entre guillemets, le troisième tour. Mais enfin, rien des jours, savent que le sondage qu'a dit en 8 ans, et la réalité, quelquefois, c'est autre chose. Donc, Il faut le faire à notre budget aussi. voilà. Alors, au niveau de la Guadeloupe, je passe sur les détails parce qu'il y a plein de candidats et de candidates. Alors, il y a une petite information quand même qu'il faut donner, c'est que dans la circonscription de Basse-Terre, Saint-Claude, etc., on avait déjà la candidature d'Élie Califère, bon, ça soutenu par le Parti socialiste, mais il y avait un petit duel entre Marie-Lise Panchard et Jennifer Linon, parce que ces deux personnes sont proches du GUSR, c'est-à-dire de la majorité de Chadus. Visiblement, le président de région a pesé de tout son poids, et finalement, il y aura soutien de Marie-Lise Panchard. Au contraire de Jennifer Linon, ça fera grincer les dents à l'intérieur. Mais ça, c'est la politique. Hein. C'est pas du spectacle. Hein. Parce qu'on s'ennuie dans la politique. On ne s'ennuie pas. Bref, on aura l'occasion d'y revenir dans les jours qui viennent. Du côté des abîmes aussi, il y a Olivier Servat, il y a Nadège Montout, il y a probablement Alex Nabajot, il y a Biras aussi. 4 ou 5 candidats, ça qui est chaud. Mais enfin, on y reviendra très prochainement. Sinon, le proverbe du jour, comme tous les jours, on fait un proverbe. Chaque connaître qui côté Bab, Ija Niché. On est les seuls à connaître ses douleurs et ses misères. Proverbe du jour tiré du livre de Didier Manette par Odalia, qui chaque jour nous envoie un proverbe. C'était le proverbe du 13 mai, c'est ça? Non, c'est le proverbe du 16. Je crois qu'il y a un titre de sur la date. Mais en tout cas, chaque connaître qui côté Ikaniché. Voilà, on va partir tout de suite dans l'actualité. L'actualité, c'est la conférence du SMAC. Je vous l'ai dit, les salariés du SMAC sont en colère. Ils ont décidé de fermer les robinets aujourd'hui. Dans certaines régions, il y aura des problèmes d'eau. On regarde tout de suite ce reportage de Michel Depape. C'est parti. Nous avertis de pourquoi nous là, nous avertis depuis le 1er septembre, nous avons averti les différentes organisations syndicales voyaient des préavis
fait le nécessaire pour faire savoir à toutes nos autorités et plus singulièrement les comités d'agglomération, puisque les démarches administratives n'ont pas été faites en bonne et due forme. Nous voyons ça depuis le 1er septembre, mais comme nous estimons qu'en tant que Guadeloupéens, c'est Guadeloupéens même qui a dans ça, donc nous avons laissé un petit marge de temps quand même pour voir si les choses étaient ajustées, si les collègues nous avons trouvé issu raisonnable à administratif à ces collègues-là, mais nous avons constaté que puis ça caille, puis c'est enfoncé, ils ont enfoncé nous. Donc nous décidons de mettre en bois les mots dans la là, puisque après ça, laissez biter dans sa partie, ou peut rattraper ces biter dans ça, et ces conditions à ces mouna même qui est en partie. Vous savez que c'est suite exactement à 9 mois. À 9 mois depuis la création, que tout le monde savent que nous créons un syndicat unique. Et ils ont toujours pensé que c'est un syndicat qui était équipé pour de l'eau. Et nous avons constaté que peut-être qu'il fallait que nous les moyens de laisser nous là, et mettre les moyens, parce que c'est les moyens qui ont manqué. Mais nous avons constaté que ce n'est pas du tout ça fait, parce que depuis le 1er septembre, il faut savoir que nous n'avons pas de document. Ils ont transféré nous de la communauté d'Aglo, Grand Sud Caraïbes pour nous deviner à SMEG là. Et jusqu'à là, nous devons pendant qu'on parle de là, que nous dans l'inégalité totale. Aujourd'hui là, nous ne pouvons pas commencer à parler d'implication pour la population. Simplement, ça nous fait effectivement, nous créons une intersyndical pour nous effectivement venir façader au niveau à la direction et la préfecture Guadeloupe. Parce qu'il faut savoir que depuis le 1er septembre, on a à peu près 200 agents de la fonction publique territoriale qui ont transféré en ce mec-là. Et à la date d'aujourd'hui, il y a un agent pas ni pont papier en mer qui ont transféré au niveau de ce mec-là. Pas d'avoir effectivement, nous avons précisé que suite effectivement à l'intervention, nous avons déposé préavis de grève là. Le préfet a convoqué le président ASMEG et les élus effectivement de toutes les EPCI Guadeloupe pour voir si on a une solution pour régulariser effectivement la situation des fonctionnaires publics. Bien, ben, tout le monde voit ça. Tous les syndicats FO, l'IGTG, la CGTG, tout est dans le mouvement-là. Donc, il y a un gros problème actuellement au niveau de l'ESMAG. Alors, est-ce que le président là, qui peut répondre à la question-là, nous allons essayer de trapper d'ici demain pour savoir exactement ce que dit le président, maire de Trois-Rivières, qui est président du SMAG, savoir exactement ce qui va se passer. Voilà, il est déjà 12h54. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos autres invités pour parler de la semaine du numérique. C'est parti. Voilà, il va être 13h. Nos prochains invités sont là. Alex Bicep, bonjour. Bonjour, M. Andronis. Président de la commission d'innovation et numérique du MEDEF, le jeune du MEDEF d'ailleurs, hein, il faut le dire. C'est comme ça qu'on va présenter. Hein. Sébastien Célestine, le président de Guadeloupe Tech, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, puisque la semaine du numérique. Vous savez qu'il y a un nouveau Premier ministre en France ? Une nouvelle, c'est une femme, Madame Elisabeth Borne. Voilà, il faut tout voir. Elle est plus ou moins de gauche, dit-on. Macron n'avait pas tellement le choix. Mais c'est comme ça. Bon, allez, on va parler du numérique. Alors, la semaine du numérique, comment c'est la première semaine du numérique et c'est une décision prise au MEDEF. C'est incroyable, ça. Oh non. Ah, c'est pas ça. Alors, tu vas nous expliquer ça. C'est un peu simpliste de dire ça comme ça. Aujourd'hui, la semaine du numérique, c'est avant tout une démarche collective. D'accord. Avec 4 associations, dont l'UDM MEDEF fait partie. Dont le MEDEF quand même. Exactement, dont nous avons été moteurs parmi d'autres de cette organisation. Et l'objectif, c'est de mettre en place déjà l'aspect événementiel d'une démarche commune, d'une démarche collective pour un écosystème numérique plus fort. Non, la preuve, c'est qu'il y a Guadeloupe Tech avec nous. S'il y a une semaine numérique, c'est aussi parce qu'il y a Guadeloupe Tech. C'est exactement ça. C'est parce que tous les acteurs sont présents. C'était la petite provocation. Au début, on va connaître moins. Alix est bien placé pour savoir ça. Alix était lui-même dans Guadeloupe Tech, administrateur pendant un beau moment. Donc, il connaît bien la situation. Il connaît bien la situation. Oui. Bon, alors, la question générale, c'est de savoir, on a passé presque 2 ans de pandémie. Les Guadeloupéens ont dû faire un bond dans le numérique, d'une manière générale. Alors, je pose la question quand même, est-ce que les Guadeloupéens étaient préparés, je parle des entreprises guadeloupéennes, au bond dans le numérique? Je pense qu'on a bien vu le temps de réaction. Oui. Donc, même si au final, elles ont réagi assez vite pour essayer de trouver des solutions parce qu'il n'y avait pas le choix, mais on a bien vu que ce n'était pas du jour au lendemain qu'on pouvait faire des commandes en ligne pour ne serait-ce que faire ses courses ou bien accéder à de l'information simplement pour savoir ne serait-ce que si un magasin est ouvert ou pas parce qu'on n'a peut-être pas ses coordonnées sur Internet. Et aujourd'hui, les gens vont plus forcément dans l'annuaire. Donc, on a dû, les entreprises traditionnelles... Il y a des annuaires toujours, longtemps pas vrai ça. Existe. Ils ont des commerces toujours, les pages jeunes. Il y a des annuaires, c'est vrai, non, monsieur, sans rigoler. Oui. Ah ben, moi, le dernier annuaire que j'ai eu, c'est 2019, je crois.
Depuis lors, ils les réduisent au fur et à mesure. Il y a de moins en moins de choses dedans. Je crois qu'il n'y a que les pages jaunes. Il n'y a plus les pages blanches. Il n'y a plus les pages blanches. Ah, il n'y a plus les pages blanches. Ah, bon. Mais... Donc, avant, il y avait 2 annuaires. C'est ça. Bon, alors, donc, la Guadeloupe est rentrée dans le dur du numérique, qu'on le veuille ou pas. Je me souviens avoir reçu ici, il y a quelque temps, quelqu'un de la CCI qui me disait qu'il y avait à peu près 20 000 entreprises dans la région. Et sur les 20 000 entreprises, il y avait à peine 10% d'entreprises qui étaient dans le numérique. Alors, est-ce que ce chiffre-là... Même beaucoup, 10%. Non, je dis à peine 10%. Alors, est-ce que ce chiffre-là va augmenter? Ou bien il est en train d'augmenter? De facto, il est en train d'augmenter parce que, comme Sébastien le disait, la plupart des entreprises se sont bien rendues compte avec le Covid qu'on n'avait pas forcément le choix. C'est un tsunami qui est en cours. Est-ce qu'elles étaient prêtes? Non. Est-ce qu'elles le sont plus qu'avant? Non. Mais est-ce qu'elles ont le choix? Non. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus d'activités, de modèles économiques qui se créent avec le numérique. Et on a surtout des consommateurs qui sont de plus en plus preneurs, qui sont de plus en plus demandeurs de ce type d'usage. Donc oui, les entreprises de demain, on le voit, il y a une étude de marché qu'on a sortie sur le sujet, ont clairement conscience qu'il faut prendre la vague numérique et elles cherchent à la prendre. Oui. Alors, l'autre problématique, ce matin, j'étais à l'ouverture, c'est la question de la cybersécurité. Parce que des gens qui prennent du numérique et qui ne sont pas préparés à ça, croient que le numérique, c'est comme ça. Et puis, pendant ce temps, il y a des hackers. Alors, est-ce que ça aussi, on commence à y penser sérieusement? Oui, non, c'est important. Il y a une association dédiée, alors plus sur la partie entreprise, qui s'appelle le Clusien. Et d'ailleurs, dans le cadre de la Semaine du numérique, là, ils vont lancer l'Agence caribéenne de la cybersécurité. Donc ça se fait demain soir. C'est inévitable. Voilà, et qui est un peu le pendant de l'équivalent national, mais qui n'existait pas vraiment local. Alors, c'est plus pour les entreprises, cette partie-là. Mais il y a de la sensibilisation aussi, même au niveau des personnes, des salariés, parce que le plus souvent, on pense souvent quand on parle de cybersécurité que ce sont justement des hackers qui cherchent des failles et compagnie, mais les failles qui sont le plus utilisées, c'est des failles humaines. C'est-à-dire que je reçois un petit mail qui me dit c'est un tel qui a demandé de faire ça. Il y a quelque temps, il y a quelqu'un qui faisait circuler un truc au nom de la CAF. Le plus souvent, en fait, les trucs qui font le plus de mal, c'est ceux-là, parce que les gens n'ont pas forcément la vigilance, justement, et ils ne regardent pas forcément. C'est des choses toutes bêtes, le plus souvent. C'est regarder est-ce que l'email correspond bien, est-ce que l'endroit où on m'envoie, c'est bien le site où on m'envoie d'habitude, même si ça ressemble beaucoup. Et le plus souvent, en fait, les entreprises subissent ça et on crée justement, pour le coup, les failles par ce biais-là, alors que... Voilà. Mais, donc, il y a tout un travail à faire au niveau des personnes, utilisateurs, que ce soit particuliers ou bien professionnels. Et après, il y a un travail qui est plus, on va dire, technique, pour sécuriser des infrastructures, mais la majeure partie des entreprises n'ont pas forcément d'infrastructures, de réseaux, de serveurs, etc. La plupart des petites entreprises, c'est un ordinateur, ils vont faire leur truc sur Internet. Donc, par contre, le côté, je reçois un mail ou un message, je ne sais pas qui c'est, je clique ou je transfère, même les messages WhatsApp. Là. Il y a des messages qui passent, qu'on fait circuler, et au final, on se rend compte que c'est des trucs où on prend de l'information, les gens accèdent au téléphone, et c'est surtout sur ça qu'il faut être vigilant, je pense, aujourd'hui. Mais Alex, au niveau du MEDEF, les grandes entreprises commencent à s'équiper, mais les TPE? Déjà, le MEDEF, c'est 85 à 90% de TPE, c'est important de le dire. Les grandes entreprises, il y en a beaucoup qui aujourd'hui sont équipées, mais n'ont pas forcément toute la culture qu'il faut pour pouvoir aujourd'hui avoir cette transition digitale. Il ne faut pas croire, souvent, ça va être plus simple pour une petite structure de 2-3 personnes de pouvoir développer l'utilisation d'un outil de comptabilité en ligne, de pouvoir mettre en place des outils digitaux, que pour des PME de 50 à 100 personnes, où là, on a des collaborateurs d'une certaine génération qui n'ont pas l'habitude, qui sont productifs et qu'il faut réussir à garder productifs. Aujourd'hui, la transition digitale des entreprises, elle concerne toutes les entreprises de Guadeloupe, peu importe leur taille. Et la réalité, elle est là. Et c'est aussi pour ça que l'UDE-MEDEF s'est lancé dans cette dynamique. L'UDE-MEDEF est force de proposition aussi pour agir dans cette dynamique et pour accompagner l'ensemble des acteurs du territoire à grandir dans cette dynamique. Alors, ça, c'est le côté entrepreneurial. L'autre côté qui intéresse davantage Sébastien, c'est le côté start-up. Puisque quand même, il commence, je crois qu'il y a une dizaine d'incubateurs en Guadeloupe à peu près, globalement. Un petit peu moins, mais il y en a de plus en plus. De plus en plus. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de start-up. Ce matin, il y en avait beaucoup. Alors, est-ce que, de ce point de vue-là, on sent quand même qu'il y a un élan?
Ah oui, ben ça s'est accéléré, clairement. Et, déjà parce qu'on est sur un territoire où il y a beaucoup de sujets à résoudre. Donc, à ce moment, il y a beaucoup de sujets et de contraintes. C'est-à-dire que c'est la place pour l'innovation et la place pour des entrepreneurs qui vont essayer de résoudre les problèmes. Donc ça s'est accéléré. Et puis aussi, là, la crise Covid, de la même façon là, que les entreprises traditionnelles n'étaient pas forcément prêtes, ben, ça a mis aussi sur la table le fait que grâce à de l'innovation et donc des services que des startups peuvent développer, on peut permettre à un consommateur, à une entreprise de changer, d'améliorer son fonctionnement. Et Guadeloupe Tech, on accompagne aussi cette démarche-là en tant qu'acteur qui fédère les acteurs économiques, les entreprises, les porteurs de projets sur le territoire depuis maintenant 8 ans, depuis 2013, bientôt 9 ans d'ailleurs cette année, je dis 8 ans, toujours 9 ans. Et il y a à peu près 220 membres qui vont des opérateurs jusqu'aux startups justement. Et on a un événement phare qu'on fait chaque année, donc c'est la 8e édition cette année, qui s'appelle startup.gp. Ce sera quand? C'est jeudi. Jeudi 19. Dans le cadre de la semaine numérique. En fait. Exactement. Mais en fait, on a construit la semaine du numérique un peu autour de cette date-là qui est là à peu près la même chaque année. C'est toujours la 3e semaine, on va dire que c'est entre les jours fériés de début mai et les jours fériés de fin mai. Voilà. Et donc là, on a fait un programme où justement, sur toute la journée, que ce soit des gens qui s'intéressent à la culture start-up, la culture d'innovation. Et là, cette année, en plus, on a choisi d'être vraiment focalisé sur les entrepreneurs de Guadeloupe, parce que d'habitude, on a un pays invité. La dernière fois, c'était la Jamaïque, on avait eu Haïti, Trinidad. Là, on a dit, on va valoriser des champions sur le territoire, des gens qui sont compétents. Et donc, il faut dire qu'il y en a quand même. Il y en a beaucoup. Et je pense que c'est bien aussi de les valoriser et d'être dans cette dynamique où on donne de l'espoir. Il y a des choses qui se passent et des choses positives. Je pense que c'est important. Et de sortir d'autres dispositions en termes de réflexion. Et du coup, voilà, donc du matin de 8h jusqu'à 17h, 18h, on va aborder différents sujets de comment je crée mon idée, comment je peux travailler en termes de recherche-innovation, comment je crée mon premier produit à partir de l'idée, comment je peux aller chercher des financements, comment je peux travailler sur mon développement à l'international, comment ça peut être une opportunité pour moi. Les concours, etc. Il va y avoir des porteurs de projets aussi qui vont présenter qui vont pitcher, comme on dit, leur concept. Et tout ça dans une logique d'échange, d'interaction. Ça ne sera pas juste un truc très théorique. Ce ne sera pas une messe, quoi. Voilà, ça ne sera pas une messe. L'idée, c'est vraiment de l'échange. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est là debout qui présente. On est là, il y a un modérateur à chaque fois. D'ailleurs, je vais rester en modération quasiment toute la journée. Oui. Mais qu'on soit dans ce dialogue, à la fois avec les intervenants, à la fois avec le public présent, sachant que ça sera quand même une quantité limitée de personnes. Donc, il faut s'inscrire pour ceux qui n'ont pas encore fait. Au siège de... Ça se fait à notre tiers-lieu, Guadeloupe Tech. Donc, sur invitation, sur inscription, comment ça se passe? On s'inscrit sur le site startup.gp ou directement sur olmol.com et pour la partie présentielle. Donc, on va avoir à peu près une 50aine de personnes sur place. Et ensuite, il y aura une retransmission live sur nos réseaux, Facebook. Et d'ailleurs, peut-être aussi relayé par Canal 10. Mais oui, j'imagine. À partir le live va être à partir de 8h30. Du matin? C'est ce jeudi 19. Ouais. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur Olmol, il faut dire deux petits mots. Au niveau du MEDEF, on s'investit réellement sur le numérique parce que, j'ai eu l'occasion de venir à des conférences de presse du MEDEF. En fait, il n'y en a plus. Elles ont été mises en pause avec le Covid. Ah bon, mais il y a toujours une communication du président chaque année. Oui, on reprend les activités. Oui. Alors, donc, non, mais je disais, au niveau du MEDEF, est-ce que le travail va être fait aussi? Parce que, Guadeloupe Tech et France Tech font un travail de leur côté, mais les entreprises guadeloupéennes, comment elles vont être accompagnées? C'est tout l'intérêt de cette convention. Très bonne question, mais c'est exactement ça. Tout l'intérêt de cette convention, c'est de faire en sorte que chacun puisse apporter sa brique. Il faut se le dire, au niveau du MEDEF, on a cette capacité à fédérer autour de nous un certain nombre de grandes entreprises qui ont des moyens, qui ont des structures, qui ont à la fois la potentialité d'être des clients de ces startups dans leur démarche de transition digitale, comme des investisseurs pour ces startups, comme des
des tuteurs pour ces startups. L'idée pour moi, c'est toujours l'objectif des business angels, comme on disait avant. Entre autres, ça fait partie, pour parler clairement, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui. Après, ça doit se nourrir, c'est une balance qui doit s'équilibrer entre des investisseurs qui soient suffisamment matures pour investir, mettre de l'argent dans les boîtes concrètement, et aussi des boîtes qui soient suffisamment matures pour proposer des projets qui soient viables, qui soient bankable, comme on aime à dire, et faire en sorte que ces investisseurs aient envie d'accompagner. Donc, le fait de fédérer l'écosystème, c'est aussi, créer les événements qui vont nous permettre de diffuser la culture, de donner les moyens pour avoir des lieux pivots, de supporter, d'accompagner, d'aider ces lieux pivots, et aussi de donner les moyens de fédérer les acteurs qui sont investisseurs ou start-upers autour d'une vision commune et faire en sorte qu'on soit en capacité d'aller plus loin. Oui, le MEDEF est clairement investi. Leader MEDEF a intégré la commission numérique du MEDEF national pour aussi être en capacité à créer des ponts entre les dispositifs qui peuvent être portés au niveau du national et ce qu'on peut développer aussi, des activités que l'on peut faire. Donc oui, aujourd'hui, il y a une volonté propre du MEDEF à pouvoir accompagner l'écosystème numérique. Je ne suis pas juste un homme de paille, si je peux me permettre. Non, je n'ai pas dit ça. Hein, non, pas du tout. Même pas pensé. Non, pas du tout. L'idée, c'est pour la petite boutade. Je suis aussi taquin comme vous-même. Mais voilà, il y a une vraie volonté du président et de l'ensemble du bureau à développer l'écosystème. La volonté, les entreprises traditionnelles savent que ne serait-ce que leur survie, ne serait-ce que leur activité de demain, une grande partie viendront du numérique. Bien, ça, c'est clair. Pour compléter rapidement, juste avant, en fait, l'intérêt de ce travail en commun, c'est que souvent, nous, quand on était, par exemple, du côté entreprise, et d'ailleurs, Alix aussi peut en témoigner par rapport à son activité professionnelle, on avait souvent les retours de il y a un tel qui est passé par une boîte de je ne sais où, alors qu'il y a des sociétés en Guadeloupe qui permettent d'amener des solutions. Et donc, un des enjeux qu'on a aujourd'hui à travailler ensemble, c'est faire le lien entre des besoins existants qui sont matérialisés par des entreprises, entre guillemets, dites traditionnelles, et les solutions qu'on peut avoir en local, et mutualiser aussi tout ce qu'on peut faire en termes d'action, d'événementiel, etc. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, l'UDE faisait des thématiques de son côté où ils allaient parler, je ne sais pas moi, de cybersécurité, de gérer ses réseaux sociaux. Guadeloupe Tech allait faire ça de son côté, French Tech allait faire ça de son côté. Il y a un acteur qui va probablement nous rejoindre très rapidement aussi dans la convention, par exemple, c'est la Chambre de commerce. C'est ouvert aussi. Moi, j'étais étonné qu'ils n'étaient pas... Non, mais en fait, ça s'est fait assez rapidement. Non, mais même après, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Pourquoi toujours intégrer les institutionnels de facto dans une démarche comme celle-là? Il faut aussi, nous, en tant qu'acteurs privés, être en capacité à nous réunir. Oui, mais c'est quoi, Non, mais je dis ça, parce que, en fait, la Chambre de commerce, ils viennent assez souvent ici parler de tous leurs problématiques. Et ils ont des clients, entre guillemets, ou des adhérents qui sont complètement perdus. Complètement perdus. Et c'est pour ça qu'on a construit d'abord entre nous, la première chose à faire pour pouvoir aller dire aux autres de nous rejoindre, c'est de pouvoir faire en sorte de travailler, nous, entre nous, ensemble. D'accord. Aujourd'hui, il y avait 4 associations qui avaient chacune, 4 associations socio-professionnelles qui avaient chacune un intérêt avancé sur le numérique. Aujourd'hui, elles disent à tout le monde, voilà, il y a un point d'entrée unique, c'est cette convention. On travaille tous dans la même dynamique. Et autour de cela, maintenant, on est complètement ouvert parce qu'on a eu des échanges aussi bien avec le réseau entrepreneur, avec la CCI, avec la région, avec les autres acteurs institutionnels pour aller plus loin. Donc, clairement, on est ouvert, mais il a fallu d'abord qu'on se mette d'accord entre nous, qu'on nettoie... C'est le premier pas. On a fait notre premier pas. Et ça pour que la pierre soit solide et ne pas reproduire les mêmes erreurs que d'autres territoires, d'autres générations. Bon, alors, question pour toi, Sébastien. Dans le domaine des start-up, pour que les gens comprennent, les jeunes pousses, comme on disait en français avant, quel est le secteur qui se développe le plus, où la demande est la plus forte, où les innovations sont les plus fréquentes? Il n'y a pas de secteur. En fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on expliquera aussi dans startup.gp, c'est que et quand on a voulu dire justement Guadeloupe, terre d'innovation, on est terre de beaucoup de choses, terre d'innovation, c'est expliquer qu'aujourd'hui, en fait, l'innovation, le numérique peut se retrouver dans tout. Ça peut se retrouver dans les médias, ça se retrouve dans l'agriculture, ça peut se retrouver dans la pêche, ça peut se retrouver dans du commerce classique, dans la communication. Enfin,
il y a de la place partout pour l'innovation. Et aujourd'hui, ici, il y a des secteurs, on a parlé de la culture, là, normalement, il y aura des choses intéressantes à voir bientôt. Il y a des choses qui permettent d'améliorer aussi les services publics, tout ce qui est open innovation. Il y a des gros sujets aussi, d'ailleurs, qui sont traités actuellement par notamment la région, chef de file sur ça, sur tout ce qui est accès aux données pour pouvoir en faire des choses derrière, la dynamique open data. Donc, pour moi, il n'y a pas, je ne vais pas dire qu'il y a tel ou tel sujet parce qu'il y a de l'innovation partout et il ne faudrait pas que les gens qui écoutent se disent je vais aller sur ce secteur-là parce que c'est le plus porteur. Voilà, oui. Donc moi, j'aurais c'est pas le poulet frites, quoi. Mais même dans le poulet frites, en vrai. Non, je dis, non, c'est pas non, c'est ce qu'on appelle le syndrome poulet frites le jour. Oui, voilà, et tout le monde va faire la même chose. Mais moi, je suis pour qu'on essaye d'éviter ça, justement. Je pense qu'il y a tellement de choses à faire que c'est dommage de se retrouver sur un marché comme le nôtre, être plusieurs à essayer de faire la même chose et au final se manger des parts de marché au lieu d'essayer de travailler peut-être ensemble d'ailleurs et avoir un acteur plus fort. Mutualiser un peu, Mutualiser, moi je dis ça de plus en plus souvent. Mais si on rebondit sur l'anecdote du poulet frites, aujourd'hui, ça fait partie des acteurs typiquement. Alors, pas partout, mais il y a des gens qui sont dans des roulottes sur lesquelles, qui ont su se moderniser, commande en ligne, livraison, machin, alors que c'est le truc qui fait même pas 10 mètres carrés. Et ils ont réussi à se moderniser parce qu'il y a des acteurs, en local ou pas d'ailleurs, mais il y a des acteurs locaux en tout cas, qui ont été capables d'amener des réponses et de leur dire, voilà, vous pouvez faire ça améliore votre processus de gestion parce que la commande arrive peut-être directement à la personne qui s'occupe de la cuisine sans que ça passe par la caisse et compagnie, enfin sans que ça passe par la personne qui prend les commandes. Et de fluidifier tout ça. Souvent, on passe à de la communication, par exemple. C'est important, mais en fait, pour la gestion des ressources humaines, pour la gestion des stocks, pour plein de choses, il y a de l'innovation à amener. Non, mais il y a plein de choses à faire. Moi, je suis dans les médias, sur le site internet, je sais bien, je vois bien ce que ça crée. Alors, pendant les 1 an et demi, 2 ans, comment Olmol a survécu, entre guillemets? C'est le mot, survécu, puisque nous, dans notre cas, on a eu l'effet inverse. La crise Covid a amplifié des secteurs d'activité. Nous, on a été dans un secteur d'activité qui était fermé, donc on a eu moins 95% d'activité. Moins 95%? Oui, on était quasiment à l'arrêt, puisque les cinémas étaient fermés, les événements ne se faisaient plus. Il y avait des trucs dans des restaurants, mais qui n'avaient pas forcément besoin de billetterie, parce que c'est des petites jauges, c'est des trucs où il y a 30, 40, 50, même si c'est 100 personnes, c'est leurs clients. C'est pas la même logique. Et jusqu'à ce que... C'est quand est-ce que ça a été rouvert, là, complètement, là? C'est il y a un mois et demi, un truc comme ça. Voilà, à peine. Et donc là, par contre, on voit, il y a une explosion. C'est un truc phénoménal. Là, pour le coup, on était à moins 95%, mais là, j'ai regardé il n'y a pas longtemps, je crois qu'on est à plus 1000% par rapport à l'année dernière. Mais bon, on était à zéro, donc 1000% de zéro. Voilà, ça va vite. Mais il y a une vraie dynamique. Donc, du coup, nous, on a dû se réadapter. On a sorti de nouveaux produits. D'ailleurs, ça fait partie d'un des trucs qu'on va expliquer dans le cadre de la conférence aussi. Là, on sort un nouveau produit qui s'appelle Commerce. Commerce? Oui, Commerce, pour commerce en créole. L'idée, Commerce, d'accord. Voilà, K-O-M-E-S. Attention, c'est un terme un petit peu bizarre en créole. Oui, mais c'est commerce dans le sens commerce. C'est pas dans le sens... Pas dans le sens je fais des bêtises. C'est son nom à commerce. Non. C'est pas ça le sens-là. Et l'idée, c'est pouvoir accompagner les entreprises. Mais bon, je pense que ça, on pourra en parler plus longuement quand je viendrai avec ma casquette. D'accord, de commerce. C'est un petit frère ou un cousin de Olmol ou bien il n'a rien à voir? C'est un petit frère qui deviendra probablement le grand frère dans peu de temps. C'est lui qui va prendre le plus de place dans la maison bientôt. Ok, donc on peut finir nous ça. Ça arrive. Pas de souci. Un dernier mot, la librairie, ça va? Ça va. Je pense que les Guadeloupéens ont eu l'occasion de discuter de nous il y a quelques temps, mais ça va. Les choses suivent leur cours, on prépare la rentrée et puis on est serein par rapport à tout ce qui a été dit. Voilà, il y a une justice qui suit son cours. Elle va peut-être pas assez vite pour nous. Voilà, on aurait préféré que ça soit réglé depuis longtemps, mais voilà, les choses suivent leur cours. Je sais que c'est pas facile. Rien n'est facile en Guadeloupe. Il n'est pas facile. Enfin, je ne sais pas si c'est qu'en Guadeloupe. Non, mais chez nous... L'entrepreneuriat n'est pas simple. C'est pas toujours simple. C'est sûr qu'on ne s'attendait pas à avoir à gérer ça quand on a décidé d'y aller il y a 3 ans. Ça ira, ok. Alors, donc, rapidement, la semaine du numérique a commencé aujourd'hui. Demain, qu'est-ce qu'il y a? Demain, c'est le Président Caraïbes qui lance l'Agence caribéenne de cybersécurité à 18h à l'espace régional de santé. Avec M. Pradel. Le patron de la cybersécurité. Exactement. S'il y a un problème, ça fait partie des gens à contacter rapidement. Exactement. Mais au Quadi, on fait une pause.
Oui, quand on même. a toujours les oui. enfants. Donc Ouais. voilà, on D'accord. fait des pères autour de la table, ils ont des priorités. Ok. Le jeudi, Startup Projet fait que Sébastien a super bien présenté. Et le vendredi, à la brasserie Pop, le déjeuner de l'entrepreneur, où on profitera pour débriefer de cette semaine. Une dernière chose, il n'y a plus d'espace de coworking. Oui, il y en a plusieurs. Non, mais il y avait une qui n'était pas loin d'ici, qui s'est fermée l'année dernière. Le spot. Le spot a fermé. Après, il y en a d'autres aussi qui étaient déjà là ou bien qui ont ouvert entre-temps. Il y a des gens comme Ireza. Il y a, c'est pas vraiment un coworking directement, mais des espaces, par exemple, comme le Café Papier. Nous, le Café Papier, on a ouvert notre lieu Guadeloupe Tech, où il y a un espace aussi de coworking. Outre-mer Network, un espace aussi. Network aussi. Il y a The Box, qui est un incubateur, mais bon, qui aussi va avoir des espaces de travail. Il y a Cooling Business aussi, non? Je sais pas. Cooling Business, il y a pas mal de, il y a pas mal de lieux. C'est vrai que là, je suis resté effectivement très Jarry, mais il n'y a pas que Jarry. Voilà, il y en a un sur Morne-à-l'eau, enfin, il y en a un peu partout. Sur Bastère, il y en a? Alors, il y a le fort. Le fort, le walking. Ah oui, le fort. Oui, je sais. Et puis là, on a ouvert aussi nos espaces. Mais bon, là, pareil, autre casquette, mais on a ouvert aussi nos espaces sur la librairie, que ce soit à Bastère ou à Jarry. Ok. Bon, trop de casquettes, parce que ça devient un problème. Ok, messieurs, mais merci d'être venus. 5e édition du Salon Montin. On va faire un dernier focus sur ce sujet-là. C'est parti, Jordan. Ici, là, nous sommes au Salon Montin Art. Donc, c'est le salon de l'artisanat à la Montagne, organisé bien sûr par la SCOLAG, l'association des commerçants de la Montagne. Mais aussi, on a la présence surtout de la Chambre des métiers qui est avec nous et qui nous accompagne. Et puis, la commune de la Montagne présente la région et on essaie de faire un travail pour relancer l'économie, relancer l'artisanat, relancer le petit commerce. Sorti de la Covid, 2 ans de privation, tous on est remplis comme ça, on n'en peut plus. Donc on a envie de vivre et de relancer les choses. Donc là, je suis très content de voir que ça marche. La Chambre des métiers est avec nous. On a beaucoup d'artisans. On est sous des thématiques qui sont des thématiques importantes parce que nous, on veut mettre en valeur la production locale. On a très bien compris aussi par rapport non seulement par rapport à la Covid, mais aussi par rapport à la guerre en Ukraine, qu'il est important à apprendre à consommer autrement et à mettre en valeur nos productions locales, aller vers un mode de consommation qui nous permet de retrouver nos racines et d'être en meilleure santé grâce à une alimentation qui serait plus locale, mais qui serait aussi plus respectueuse de la santé des gens. Donc, je ne dirais pas forcément toujours bio, mais maîtrisé, moins de pesticides, plus de respect, je pourrais dire, de la santé de manière globale, moins de graisse, etc. Parce qu'on sait très bien qu'ici, on souffre d'obésité, on souffre d'hypertension, on souffre de diabète, mais il y a plein ici d'artisans qui vont vous proposer des choses excellentes. Donc voilà, on est content d'être là. Voilà, il est déjà 13h25, deuxième pause. On se retrouve pour la suite avec Erika Henry, c'est une orthophoniste avec laquelle on fera le point. Et puis, bien sûr, Jean-Luc Divial qui sera avec nous pour son émission, sa chronique et d'émission. À tout de suite, restez connectés, papati. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. On va recevoir, comme chaque lundi, Jean-Luc Mboté. Mboté Jumbo. Ça va? Ça va bien. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? Alors, comme nous avions fait pour le carnaval, nous allons faire 2 émissions, comme nous sommes dans le mois de la commémoration de la mémoire de nos ancêtres. Donc, 2 topos sur la question de l'esclavage, parce que souvent, pour se dédouaner, certains tentent de dire que les Africains aussi ont pratiqué l'esclavage. Donc, nous allons, en 2 épisodes, mettre quand même une petite contradiction et des parenthèses à cette histoire. Oui, absolument. Ouais. Alors, on y va? Générique d'abord. Merci. Alors, c'est parti. Oui, donc on part. L'Égypte a-t-elle pratiqué l'esclavage? Quand l'Europe se défausse sur l'Afrique, effectivement, c'est une charge tellement lourde à porter qu'on tente de faire en sorte que le poids soit un peu réparti un peu partout. C'est un peu de la mécanique. Hein,
Mais en tout cas, il faut trancher cette question. Ici, vous avez effectivement le pharaon Ramsès II qui pourfend les ennemis de l'Égypte. Alors, effectivement, tout ceci repose sur un raccourci historique qui dédouane, par lequel l'Europe tente de se dédouaner. Et elle dit la chose suivante. Tous les peuples, à toutes les époques de l'histoire de l'humanité, ont pratiqué l'esclavage. Les premiers furent les Égyptiens qui placèrent les Hébreux en esclavage pendant 430 ans. C'est attesté dans la Bible. Donc, tous les peuples, à toutes les époques de l'histoire de l'humanité, ont pratiqué l'esclavage? Bien évidemment, non, puisque c'est une question de pensée symbolique. L'Afrique, c'est l'Ubuntu. Je suis parce que tu es. Donc, si je te mets en esclavage, c'est comme si moi, je me mets en esclavage. Ça veut dire que la société, elle est bancale et elle s'effondre. Or, ce n'est pas ce à quoi on assiste. Nous pouvons faire en plus quelques remarques. Déjà dire que la Bible, le document de référence, est un livre confessionnel. Ce n'est pas un livre historique. Donc, ces écrits n'ont pas valeur scientifique. Il a été rédigé en plus à l'époque où l'Empire égyptien était déjà écoulé. C'est un livre confessionnel, oui, cela raconte la pensée symbolique d'un peuple et sa relation, sa vision, comment elle se perçoit par rapport à la notion du divin. Ce n'est pas un livre historique. Les faits peuvent être contestés. Ces écrits n'ont pas de valeur scientifique, effectivement, parce qu'on s'aperçoit en fait que au moment où ces textes sont rédigés, l'Empire égyptien s'est déjà écoulé. Voilà pourquoi dans la Bible, vous ne trouverez, alors qu'il parle d'un empire, aucune référence ni aux pyramides, ni aux sphinx, et peut-être quelquefois, comme ça, au cours d'une phrase, vous allez entendre parler de temple. Mais c'est quand même curieux pour un empire aussi important que l'Égypte, et qu'on ne parle pas de sphinx et de pyramides. Donc cela démontre que la personne même qui a rédigé le texte n'a jamais été en Égypte et ne savait pas de tous ces éléments dont nous parlons. Et puis il y a les sources documentaires. Oui, je vais vous inviter à consulter ce document et à rechercher à travers lui des éléments. Donc, nous sommes vers 1985 avant l'ère chrétienne et c'est le tombeau de Djeotiotep qui était un lamana, c'est-à-dire un laman, c'est-à-dire le chef d'un État, d'une province de l'Égypte à la 12e dynastie, moins 1985. Et c'est un relevé de fresques, hein. Ce n'est pas le dessin original, c'est des visiteurs, des archéologues, des scientifiques, des historiens qui ont relevé au crayon ces éléments. Alors nous allons observer comment nos ancêtres s'y prenaient pour déplacer une statue de 58 tonnes, hein, et cela mobilise 72 hommes. 172 hommes, excusez-moi, et vous allez voir que vous pouvez toujours chercher un fouet. Hein. Je vous laisse 10 ans pour me trouver un fouet là, dans la direction de ces travaux. Par contre, il y a des chefs des travaux et dans l'encadré, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui est dédié pour verser de l'eau, pour préparer un tapis meuble qui permette à la statue d'avancer. Vous avez des gens qui motivent, vous avez des gens qui font des signaux pour pouvoir avoir une avancée de cette statue de façon correcte et qu'elle soit fixée à la précision près, mais vous ne trouvez pas de fouet. Vous ne trouvez pas de fouet. Donc nos ancêtres témoignent eux-mêmes qu'ils n'ont pas utilisé de la contrainte pour faire ces travaux avancés. Et pourtant, le fouet existe, regardez, mais il est utilisé dans les travaux des champs et il n'est pas ignoré par nos ancêtres. D'ailleurs, il porte un nom. Et nous aurons certainement l'occasion de le mobiliser puisque, en fait, il revient souvent dans certains mots que nous avons à présenter. Écoutons, par contre, Ramsès II par lui-même, puisqu'on lui prête tellement de tort, hein. On va écouter ce qu'il dit lui-même et de telle manière que nous puissions en fait nous faire à l'idée. Donc, Cheikh Anta Diop nous avait conseillé d'aller à la connaissance directe, de ne pas nous contenter des on-dit. Si vous vous appuyez sur la Bible, on va vous dire que c'est sous le règne de Ramsès II, pas la Bible, mais Cécile B. 2000, les 10 commandements, le film.
On va vous dire que c'est sous le règne de Ramsès II que les Hébreux furent esclaves des Égyptiens et que c'est là où ils ont construit les pyramides. Mais en réalité, non, puisque les pyramides, ça date de beaucoup plus tôt, d'accord? Ça date des premières dynasties, 5 premières dynasties déjà. Hein? Donc, quand les Hébreux arrivent en Égypte, pour ceux qui y sont venus et qui étaient dans la région d'Avaris, hein, c'est pas Thèbes, c'est beaucoup plus loin, c'est plus dans la région du Delta, eh bien, ils ont trouvé les pyramides déjà en place, le sphinx déjà en place. Donc, voilà. Et puis, ça aurait été un non-sens au niveau spirituel pour les Égyptiens de faire travailler des gens en tant qu'esclaves pour construire leurs bâtiments sacrés. Il faut bien se rendre compte de tout cela. Et donc, aux accusations qui pèsent sur Ramsès II d'avoir été un esclavagiste, eh bien, nous allons opposer un courrier, une correspondance qu'il a adressée aux ouvriers, puisqu'il s'agit de cela, aux ouvriers qui ont travaillé sur les monuments à son époque. Donc, lui, c'est 1799. En fait, non, 1299. Donc, ô vous, artisans d'élite capables et forts, qui m'édifiez des monuments en grand nombre, vous qui êtes versés dans tout travail de la pierre, familier avec le granit, vous habiles et zélés à construire mes monuments, ô vous les travailleurs accomplis qui s'en paraissent attentifs au travail, qui remplissez votre tâche avec mérite et conscience, écoutez ce que j'ai à vous dire. Votre approvisionnement sera surabondant. Il n'y aura pas de carence. Votre nourriture sera très copieuse, car je connais votre travail véritablement pénible, pour lequel le travailleur ne peut exulter que s'il a son ventre plein. En fait, on comprend, il continue. Pour vous, les greniers seront gonflés de blé. Chacun d'entre vous aura des provisions pour un mois. J'ai aussi rempli les magasins de toutes sortes de choses, pain, viande, gâteaux, pour vous protéger de la faim, des sandales, des vêtements, de nombreux onguents. J'ai aussi mis en place de nombreux personnels pour subvenir à vos besoins. On va faire un arrêt image, s'il vous plaît. J'ai aussi mis en place un nombreux personnel pour subvenir à vos besoins, des pêcheurs qui vous porteront des poissons, d'autres des jardiniers feront pousser des légumes, potiers travailleront au four afin de fabriquer de nombreuses cruches. Ainsi pour vous, l'eau sera fraîche à la saison de chez vous. La saison de chez vous, c'est la saison chaude, c'est ce qui a donné le mot summer, c'est l'été. Et en réalité, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Comment les gens travaillent? C'est le principe du coup de main. Les gens viennent travailler et en échange, ils ont des biens. Vous voyez? Donc ça, c'est notre pensée symbolique. On comprend bien. Le coup de main, on n'a pas besoin de l'expliquer. Dans toute l'Afrique, jusqu'à maintenant, eh bien, le coup de main, ça, on connaît. On se réunit et on a une rétribution. C'est un mode de travail solidaire. Nous continuons, s'il vous plaît. Donc, on s'aperçoit que, en tout cas, Ramsès II ne parle pas d'esclaves. Il parle de travailleurs et de travailleurs zélés. Il ne dit pas qu'ils vont travailler, qu'ils auront le ventre creux chaque soir en rentrant chez eux. Il dit qu'ils auront tout ce qu'il faut en abondance, en abondance. On avance. Alors, il faut parler du droit égyptien et de la notion de réparation, parce qu'évidemment, l'Égypte, l'Afrique a une autre façon de gérer les conflits. Par exemple, on peut voir un homme dans un champ en train d'accomplir des travaux et quelqu'un qui lui donne des ordres et il s'exécute. Et un étranger qui visite l'Égypte dira « Ah, mais c'est un esclave, voyez, on lui donne des ordres et il s'exécute. » Sauf que c'est peut-être quelqu'un qui répare une faute. Exemple, 2 individus se sont accrochés et l'un a assassiné l'autre. Mais le droit égyptien dira « Mais cette personne que vous avez assassinée, c'était un père de famille et il laisse des enfants, il laisse une femme qui se retrouve sans moyen de subsistance. Eh bien, démerdez-vous. Ce champ qu'il a laissé, il faudra le cultiver jusqu'à ce que ses enfants soient en âge de reprendre sa charge. » Et celui qui visite l'Égypte voit ça et dit « c'est un esclave », alors que c'est une forme de réparation de la faute, puisque, je le rappelle, à cette époque, il n'y a pas de prison. Il n'y a pas de prison. Le droit égyptien n'a pas de prison, il n'y a pas de peine de mort non plus. Vous voyez? Donc, cela nous change par rapport à la perception que nous avons de cette histoire de nos ancêtres qu'on triture à tort et à travers pour justifier des comportements injustifiables. Donc,
on va parler aussi du captif de guerre en Afrique. Parce que c'est un statut mobile et non fondé sur l'origine ethnique. Voilà qui ne nous est jamais dit. Voilà, l'Égypte, quand elle est attaquée, eh bien, elle capture les individus. Ici, vous avez des captifs de guerre asiatiques, mais certains prétendent que ce sont des esclaves. Et moi, je dis non. Parce qu'en réalité, ceci n'est pas fondé sur la couleur de la peau. Ici, vous avez des Asiatiques, mais il y a eu aussi des Nubiens. Parce que tantôt, ces Nubiens que vous voyez à l'écran actuellement ont été des alliés de l'Égypte et tantôt, ils ont été des adversaires. Mais quand vous avez mené la guerre contre l'Égypte et que l'Égypte a gagné, eh bien, il faut réparer. Et ce sont des accords qui se font entre chefs d'État. Parce que le roi qui a perdu va s'accorder parce que l'Égypte ne reste pas fâchée avec ses voisins. Il faut ressouder l'alliance. Et ceci se passait sous le règne de Ramsès II. Sa titulature est en haut, vous pouvez l'observer. Le captif de guerre, c'est un statut mobile. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a commencé avec le statut de captif peut devenir un jour pharaon. C'est pas figé. Alors que le système esclavagiste occidental, eh bien, il maintient les personnes au bas de l'échelle et ils ne peuvent pas monter. Donc, l'alliance de fin de guerre, c'est le détail qui détruit l'argumentation de l'universalité de l'esclavage. Pourquoi? Parce que après la guerre, les chefs d'État règlent le conflit. Il faut ressouder l'alliance. Il faut refaire l'alliance avec, rétablir de bonnes relations avec les voisins. Et comment ils le font? Eh bien, il y a un petit détail qui est négligé par beaucoup de personnes. Et vous allez voir qu'au bout de ces cordes qui maintiennent captifs ces étrangers, eh bien, il y a un petit détail. C'est une fleur. Et le mot pour dire la fleur, il faut le nommer dans les langues africaines. Eh bien, c'est des homophones, des mots pour dire alliance, mariage. Donc, après un conflit, on ressoude l'alliance. Voilà pourquoi il y a les harems. Le harem, c'est un élément de géostratégie. Parce que le roi perdant va accorder sa fille en mariage au roi d'Égypte de telle manière qu'on ressoude l'alliance par un mariage. Et l'Europe a copié ce modèle-là pendant des siècles. Et jusqu'à maintenant, si vous regardez les mariages en Europe, hein, c'est souvent des nobles de différents pays de l'Europe qui se marient. Et le grave de l'affaire, c'est que qui raconte notre histoire déforme aussi notre histoire. Et ici, chez nous, en Guadeloupe, il y a des choses à corriger, je le dis très clairement. Parce que il y a au Memorial Act une frise du temps et qui fait la mémoire justement de la question de l'esclavage. Et qu'est-ce qu'on peut y lire? Eh bien, on lit que Ramsès III, après avoir livré bataille à l'étranger, a ramené de ses campagnes de guerre des esclaves. Non, ce sont des captifs de guerre. Ce sont des captifs de guerre et ils ne vont pas être traités comme des esclaves et ils ont après une liberté. Donc, on peut faire une croix sur cette vision des choses et ce n'est pas pour faire injure ou pour attaquer le bâtiment, mais il y a des révisions qui doivent être menées. On ne peut pas continuer à enseigner cela à nos enfants. Et donc, voilà pourquoi notre conclusion est de dire que nous avons l'impératif de l'urgence d'étudier notre histoire de notre propre perspective avec l'appui des langues africaines modernes et anciennes parce que c'est dans nos langues que réside le secret. Ibout, voilà. J'ajoute une petite information. En ce moment se tient au Louvre, en France, une exposition sur le royaume de Couche. Sur le royaume de Couche, oui. Oui, c'est-à-dire les pharaons noirs. Oh, encore une escroquerie. Tous les pharaons sont noirs. Oui, je vais vous expliquer pourquoi, très rapidement. Oui. Si vous êtes un pharaon et si vous êtes africain, votre nom de règne, votre nom de couronnement signifie quelque chose dans la langue de l'Égypte et signifie encore quelque chose dans les langues africaines modernes. À partir du moment où elle ne signifie pas quelque chose, c'est que vous êtes un étranger. Or, qu'est-ce dont on s'aperçoit? Les Hyksos, leur nom, qui ont gouverné l'Égypte pendant un certain temps, leur nom ne signifie rien dans les langues africaines. À la 12e dynastie, on va utiliser des éléments de la langue pour traduire phonétiquement leur nom avec des éléments de l'écriture de l'Égypte. Mais il n'y a pas ce lien
de métaphores avec des concepts de la pensée symbolique africaine. Et ensuite, quand arriveront les Grecs et les Romains, mais Ptolémée, ça ne veut rien dire dans une langue africaine. Cléopâtre, ça ne veut rien dire dans une langue africaine, ni moderne ni ancienne. Et c'est comme ça qu'on arrive à savoir. Donc, tous les pharaons sont des Noirs. D'ailleurs, on peut dire que c'est une usurpation. Que Ptolémée ou Cléopâtre se fasse couronner pharaon, je veux bien. Mais c'est une usurpation. Et ça ne correspond pas à la pensée symbolique du peuple. Donc, c'est une escroquerie. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, on nous a vendu l'idée que les pharaons étaient des Blancs. Mais ça a tellement poussé de la part des scientifiques africains, panafricains, qu'aujourd'hui, c'est comme une espèce de concession. Ah oui, vous avez eu des pharaons, ah ben on veut bien voir qu'on ait quelques pharaons noirs, mais pour l'Égypte, laissez-nous le reste. Non, c'est une escroquerie de A à Z. OK, il fallait que ce soit dit. En tout cas, cette exposition, alors, ils sont en train de repeindre des pharaons noirs, des pharaons de l'époque de 720 avant Jésus-Christ jusqu'à 652. Alors, les Soudanais, des Nubiens, etc., etc. Et c'est le royaume de Couche. Voilà, on revient à l'actualité. L'actualité, c'est justement la nuit européenne des musées qui se tient en Guadeloupe, qui s'est tenue en Guadeloupe ce week-end. Loane Duhamel était sur place à Edgar Clairon, regarde. La Nuit des musées, c'est une manifestation internationale qui met en valeur les musées, mais qui cherche à les mettre en valeur de manière différente de celle qu'on emploie traditionnellement, à travers des collaborations avec des artistes, des musiques, des danseurs, des artistes contemporains. Nous avons déjà fait ici de la Nuit des musées avec des peintres de Guadeloupe, des peintres contemporains. Cette année, c'est des musiciens, des enfants et des conteurs que nous recevons. Oui, c'est toujours important pour moi de faire une intervention culturelle. Et moi, j'aime bien les challenges. Quand les gens me disent de faire telle chose, j'analyse la chose pour voir. Je ne veux pas qu'on répète toujours la même chose. De créer, j'aime bien ça, les défis, de faire des créations pour des nouvelles choses. Le spectacle s'est super bien passé. C'était super intéressant de voir des musiques qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. Et puis les instruments étaient aussi intéressants. On continue notre tournée dans le Nord-Ganter. Cette fois-ci, c'est l'inauguration de la médiathèque de Petit Canal, puisque après Port-Louis, après les Abîmes, Pointe-à-Pitre, etc., le Gosier aussi, qui a été l'une des premières, mais une médiathèque a été inaugurée ce week-end devant la caméra d'Olivier Moradel. C'était à Petit Canal. Aujourd'hui, on passe de la phase projet à la réalisation. Une fois que c'est sur le papier, le plus important, c'est que ça sorte de terre. Et aujourd'hui, c'est chose faite, on l'a inauguré. Et c'est une très bonne chose pour la population canadienne, mais pour la population nord-gantérienne, pour la communauté d'agglomération et même boire pour la Guadeloupe. Parce qu'il ne faut pas oublier que Petit Canal, c'est carrefour de l'histoire. Donc, c'est un lieu où tout un chacun pourra venir et se cultiver. Et on a l'habitude de voir des institutions, enfin des bâtiments, des lieux comme ça, hein, de culture porter le nom des personnes qui sont déjà disparues. C'est vraiment particulier pour moi de voir mon nom. C'est une médiathèque qui a un rôle de culture. Et en fait, mon père, il y a une rue, Octave Fromager, qui était mon père, c'est dans le prolongement de cette rue-là. Donc c'est énorme. C'est le plus important pour moi, c'est de savoir qu'est-ce que nous allons proposer ici. C'est vrai, on reconnaît ce que j'ai fait, mais j'ai fait oui, mais qu'est-ce que nous avons à faire maintenant quand nous avons cet outil de transmission de la culture, parce qu'on a donné justement le fromager, c'est l'arbre à palabre en Afrique. Ici, c'est le soukounian, l'arbre maudit qui repousse, mais là, c'est l'arbre à palabre, et on va aborder ce qu'on va proposer comme l'arbre à palabre.
et pas des paroles n'importe comment, un discours verbal, des livres, donc une oralité organisée. Il y a des espaces pour toutes les générations, du plus petit au plus grand. Ici, nous sommes dans l'espace numérique. On parle beaucoup de fracture numérique. Donc ici, ça va permettre à tout un chacun de pouvoir accéder à ces outils, je dirais, nouvelles technologies. Et sachant qu'avec la région Guadeloupe, nous menons une opération pour le déploiement de la fibre optique aussi sur le territoire. Donc nous sommes dans l'ère du développement, dans l'ère, je dirais, de tout ce qui est nouveau. Et donc il est important pour moi et la majorité municipale d'équiper la population canalienne de cet outil-là. Allez, on va terminer avec un petit focus politique, puisque c'était la présentation de la candidature de M. Biras, puisque vous savez qu'en a cette circonscription, outre Olivier Servat, il y a Nadège Montout, Biras, est-ce qu'on va oublier pour le monde? Ah, peut-être Alex Nabajot. Hein? Marie-Aline Faro. Marie-Aline Faro aussi, du Sentinelle Guadeloupe. Donc 5 candidats. Donc ça va se jouer probablement au premier tour, à savoir qu'il y aura un écrémage, je ne sais pas encore au profit de qui. En tout cas, Biras a présenté sa candidature et c'était sa présentation devant la caméra d'Olivier Moradel. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Il faudra parier que les Guadeloupéens ont fait un constat de leur colère. Il est important que nous puissions leur donner une nouvelle donne, une nouvelle vision du territoire. Y aller à ces élections et avoir le soutien du président de la FRAPP, Éric Jalton, mesure véritablement ce que nous avons accompli depuis bon nombre d'années. Aujourd'hui, plus que demain, nous voulons répondre à la souffrance du Guadeloupéen, porter la voix du Guadeloupéen à l'hémicycle national sur des problèmes tels que les sargasses, tels que la TVA, la suppression de la TVA, tels que le développement durable, tels que la transition écologique. C'est parmi ces grands thèmes aussi que nous voulons y aller. J'apporte mon soutien à Dominique Biras parce qu'il porte les valeurs que nous défendons à la FRAPP et plus généralement avec les autres composantes qui nous soutiennent à l'occasion de ces élections, dans l'ensemble des 6 communes de la circonscription, des valeurs de progrès, d'humanisme, des valeurs écologiques, des valeurs de solidarité. Donc on l'a choisi parce qu'il a déjà toujours été avec nous dans tous les combats, sans exception, membre fondateur de la FRAPP, toujours dans tous les combats, même les plus difficiles. Mais aussi résoudre une fois pour toutes aussi en portant de nouvelles doléances sur un transport, sur la notion de continuité territoriale. On ne peut être un archipel et on parle de voyager. Moi, je vais employer le mot circuler, car bon nombre de Guadeloupéens ne peut accéder à Marie-Galante comme il le faut, et pour pouvoir créer véritablement un modèle économique et un développement beaucoup plus harmonieux pour notre pays. Et répondre à la souffrance des Guadeloupéens qui aujourd'hui, par rapport au Covid, ont subi. Ils ont subi dans leur chair et dans leur être. Aujourd'hui, nous devons aller pour donner une autre vision à la Guadeloupe, de façon apaisée, mais être Guadeloupéen en toutes circonstances quand nous serions là-bas. On lui fait confiance parce que c'est un bosseur. Il a démontré au syndicat mixte des transports quand il le présidait. Il le démontre aujourd'hui au CIVA. C'est des dossiers aussi importants que le transport, que les déchets, la collecte des déchets, les traitements, la valorisation des déchets. Et au conseil municipal des Abîmes, il a toujours apporté son expertise de chef d'entreprise guadeloupéen ayant réussi, en pris la succession de son père et dynamisant encore son entreprise. Nous avons un soutien unanime de la FRAPP, mais j'ai aussi un soutien de mes collègues des conseils municipaux de Marie-Galante, de Pointe-à-Pitre et même aussi de Morne-à-l'Eau. Donc je veux rassembler en une voix, une vision, la Guadeloupe. Voilà, il y aura encore d'autres candidats, ils sont 5 ou 6, nous aurons l'occasion d'y revenir en détail. Voilà, c'est pratiquement terminé pour aujourd'hui dans le ZCL. On a reçu en début du ZCL, je vous l'ai dit, Jacques Darbo et Woody Levis pour la plateforme Spectacle. Ils préparent une émission spéciale qui s'appelle Live in Live. 90 minutes de show musical qui seront présentés en avant-première dans le cinéma des Abîmes. Ensuite, nous avons reçu Alex Bissop et Sébastien Célestine pour la semaine du numérique qui a commencé ce matin et qui se prolonge jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à vendredi, avec une série d'autres manifestations et la présentation ce matin, on l'a vu, d'un certain nombre de start-up, de jeunes pousses, comme on dit en français.
Et puis, nous avons terminé. On aurait dû recevoir Erika Eneri, une orthophoniste, mais elle a eu un petit souci. Elle sera notre invité de séjour. Jean-Luc nous a parlé premier passage, premier décatement de la question de l'esclavage. Est-ce que les Égyptiens ont eu des esclaves? Il a montré avec un certain nombre d'images et que c'était une pensée qui n'était pas la nôtre, que Yoka a diffusé pour nous. C'est bien ça, Jean-Luc? Absolument. Tout à fait. De lui faire porter le poids Et il y aura un deuxième. Il y aura un deuxième. On va parler de la période de l'esclavage à la période, on va dire, à la période de la colonisation. La colonisation. Voilà. Et c'était l'occasion, on a fait un petit focus sur cette fameuse exposition des pharaons noirs, des pharaons dits noirs, puisqu'en fait, Jean-Luc a toujours dit ça et on a toujours su que l'histoire des pharaons colorés, autrement, était une escroquerie. D'ailleurs, tout le monde le sait, même le nez du sphinx a été cassé. Il est au British Museum. Ça y est, il est au British Museum. Voilà, c'était Jordan qui était à la réalisation. Et Jordan, le proverbe, ou pas bon, nous, une dernière fois. Oui, voilà. Chaque connaître qui côté Bab, Ija, Niché, on est seul à connaître ces douleurs et ces mesures. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure, en direct du ZCL News, en direct de C10FM et aussi de RHT. Voilà, à demain. Bon appétit si je peux manger.